Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous. Nous sommes le 31 janvier 2024 et vous écoutez, mais ça vous le savez puisque vous avez cliqué dessus, vous écoutez un épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de quoi, de qui, et bien surtout de pas grand chose, de rien. Toutefois, aujourd'hui, on a plein de gens avec nous. On a Clément, on a Nico, on a Roman, on a Craig aussi qui est là pour enregistrer. Merci Craig. Un tonnerre d'applaudissements pour Craig. Now recording. C'est lui qui vient de parler. Il est incroyable. Du coup, comment est-ce que vous allez tout le monde aujourd'hui ? Bien. Et toi, Marc, Bah écoute, moi ça va, ça me fait plaisir de vous avoir tous les trois parmi nous. Clément, on s'est vu. Eh oui, bah oui. Clément, on s'est vu hier parce qu'on a enregistré nouvelle série de coups critiques que vous pouvez aller voir dès à présent dans la description. Voilà, donc dans votre timeline à vous, c'est sorti il y a 6 mois. Ouais, c'est peut-être pas ultra à jour, mais mais voilà. Exactement. Et toi, Nico, la forme ? Moi, ça va, super. Oui, j'ai écrit ma chronique à temps. Et c'est beau. Et un tel dévouement est toujours. Et ça, c'était un succès assez inespéré. Bien joué encore une fois. Il lui faut des applaudissements à Nico. Il lui faut des applaudissements à Nico. Eh bah, applaudissons tous Nico. Vous pouvez tous le faire dans le Discord. On peut même lui faire un horn aussi. Waouh, c'est la classe. Le canard. Les auditeurs, ils vont en avoir ras le cul quand on s'amuse avec Discord, je pense. Ils sont déjà partis. Oui, mais c'était ça déjà 10 épisodes avant, tu vois. Ils ont swipé, tu Dites-nous vois. maintenant en commentaire si ça vous a gavé que pendant toute la saison on fasse des trucs d'applaudissements et de horn avec Discord. Comme ça on le refera pas pour la saison 6. Voilà, dites-nous. Mais avant, avant que vous nous le disiez, si vous pouvez, en fait, vous vous en foutez, vous faites pause, vous mettez votre commentaire, on s'en fout. Mais du coup, nous, il faut qu'on parle de quelque chose, Roman, parce que t'as un sujet à aborder ce soir. Je te laisse la parole. Évidemment. Sauf que j'ai quelque chose de terrible à annoncer avant ça. Je vais peut-être décevoir quelques abonnés. Il faut que je vous avoue un truc. Je ne vais pas parler d'histoire de la gastronomie aujourd'hui. Non. Voilà. Non. Maître son Darvador, no. Je vais vous parler d'un festival d'art contemporain. Ouais, ça c'est trop bien. Bon. Donc ça va, Marc, tu ne vas pas encore me renvoyer ton podcast, mais voilà, je te promets, je vais faire des efforts. Non, mais il n'y a pas de... Mais pour la prochaine fois, parce que la prochaine fois, ça sera encore un autre sujet, mais la prochaine fois, peut-être, on verra. Voilà. En vrai, il nous met la pression, c'est pour ça. Je suis un monstre. Avec ma chronique. Non, mais je m'étais dit, vas-y, je vais continuer sur l'histoire de la gastronomie, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais d'autres choses à dire. Mais c'est ça qui est chouette, c'est que vous pouvez tout dire ici, balancer tout ce qu'il y a sur votre cœur, dans votre cœur, sur votre cœur, partout, allez-y, vas-y. Bon je vais changer de sujet alors. Non, mais la prochaine fois. Mais à l'heure à laquelle nous parlons, le festival d'art contemporain dont je veux vous parler n'a pas encore lieu, seulement à l'heure à laquelle vous écouterez ce podcast, cher public, il sera terminé. Voilà, donc j'espère que vous en aurez bien profité. Je veux parler de la toute première édition de la Triennale d'art contemporain de la ville de Nîmes, dans le Gard pour les personnes qui ne connaissent pas cette ville, qu'on appelle plus facilement la Contemporaine de Nîmes. Parce que c'est plus simple que la Triennale d'art contemporain de la ville de Nîmes. C'est long. J'avoue, c'est plus court. Ah ouais. Donc cette Contemporaine de Nîmes a eu lieu du 5 avril au 23 juin 2024, ayant pour thème global une nouvelle jeunesse. J'expliquerai un petit peu en détail juste après ce thème-là, mais vous allez voir, ce sera assez explicite quand même. Nous avons à la direction artistique le jeune et excellent, compétent duo Anna Labouze et Kémis Eni. Le duo est à l'origine et à la direction d'Artagon, qui est une association, alors là je cite le dossier de presse de l'événement, une association d'intérêt général dédiée à l'accompagnement de la création émergente. En fait, ces deux directeurs et directrices artistiques sont aussi à la codirection des magasins généraux, qui est un lieu de programmation artistique et culturelle fondé par BETC, une agence de communication basée à Pantin en 2017. Continue, Anna Labouze et Kémis Eni, comptent à leur actif en tant que commissaires une dizaine d'expositions et de festivals. Je réitère, ils sont très jeunes.
Après ce petit CV, on se rend quand même bien compte que nous avons là 2 personnes qui sont parfaites pour le job. Dans le Harper's Bazaar France, le duo déclare en 2023, et là je cite encore, « Il ne faut pas oublier qu'être un jeune artiste en France aujourd'hui, c'est un véritable combat. Beaucoup se retrouvent dans des situations précaires. S'affirmer comme artiste n'est pas le choix de vie et de carrière le plus simple de notre société. Cela nécessite du courage et de la persévérance. » Bon bah jusque-là, moi je suis complètement d'accord avec eux. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je pense. Bah ouais, on est d'accord. Ouais. Donc ça, c'est un truc dont ils ont conscience dès leurs années d'études en 2014. En 2014, Anna Labouze est en master de développement durable et innovation sociale. Quant à lui, Kémy Séni était en master en droit et histoire de l'art. Et en fait, l'association Artagon qu'ils ont créée ensemble est dédiée à la création émergente. Fun fact, Artagon vient du mot agon, qui signifie la lutte, la compétition, la rencontre, et aussi l'émulation collective. De fait, ils permettent, donc ces 2 personnes, permettent aux jeunes artistes un endroit où s'exprimer et exposer, de créer des projets collectifs et de soutenir cette nouvelle génération d'artistes. C'est quand même un beau projet. Donc maintenant, vous comprenez un peu mieux le thème de la nouvelle jeunesse. Ça a toute son importance pour cette toute première contemporaine de Nîmes. Et ces 2 personnes nous expliquent que, et là je cite le dossier de presse, « Pour cette édition inaugurale, nous avons souhaité aborder la question de la jeunesse, de la transmission intergénérationnelle et de l'héritage dans la création et la société actuelle. L'expression « une nouvelle jeunesse » est à double sens. Elle évoque autant la nouvelle jeunesse d'aujourd'hui, celle de l'art et du monde, que le fait de vivre une nouvelle jeunesse, une seconde jeunesse, au contact de celle-ci. Alors, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça dépote un petit peu, C'est clair. et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ou du moins ce que ça a donné, puisque vous allez nous écouter bien plus tard. Vous nous direz en commentaire. Alors, ben voilà, mais... c'était mes dernières phrases, ça. Oh merde, pardon. L'air super. Non. Mais c'est pas grave. Non, mais je rate. Oui, on va matraquer hein, le truc. Voilà. Putain. Répondez en commentaire. Répondez. En ces périodes de grève et de manifestation, le terme matraqué est toujours très approprié. Il faut réarmer les commentaires, d'accord, Nico? Exactement. Non. Rappelez-vous que c'est tourné en janvier 2024. Voilà, oui, faut remettre le contexte social, s'il vous plaît. Bref, en revenant sur notre festival d'art contemporain, je ne suis pas là pour vous lire l'entièreté du dossier de presse. Faites-vous plaisir à le lire, vous pouvez le retrouver sur le net. Par contre, je vais vous expliquer un petit peu comment ce festival va se passer, et comment il se déroule, et surtout, où. À votre avis, d'ailleurs, comment va se dérouler ce festival? Quand vous entendez festival d'art contemporain, vous imaginez quoi, vous? Des expositions, des comment on appelle ça, des performances, voilà, c'est ça, des performances, un peu partout dans la ville, C'est ça qui avec un programme bien détaillé. Yes, bah Voilà. on est un petit peu effectivement, hein, tout simplement. Ok. Mais comme quoi ça parle à tout le monde, c'est simple. C'est efficace. Alors, bah voilà. En fait, il va y avoir plusieurs expositions. En soi, c'est une exposition globale qui va s'articuler autour du thème de la nouvelle jeunesse. Et cette exposition globale, elle porte le nom de La fleur et la force. Oh. Ah, sont des poètes. En fait, il s'agit là de présenter à chaque point géographique des artistes de 2 générations différentes. Alors voici des petits exemples. À la chapelle des Jésuites, par exemple, qui est en collaboration avec le musée d'histoire naturelle, on est à Nîmes, hein. Donc vous pouvez prendre un plan, aller à l'office du tourisme, trouver un plan, il n'y a pas de souci. Donc, à la chapelle des Jésuites, on a June Balthazar et Suzanne Husky, qui sont des artistes qui vont exposer leurs œuvres d'art là-bas, et elles sont avec la participation d'étudiants de l'école supérieure des beaux-arts de Nîmes. Donc là, on a 2 générations qui ne vont pas se confronter, mais qui vont travailler ensemble. Au musée des beaux-arts, on va avoir l'artiste Nella, alors je vais avoir du mal avec son nom, je suis désolée, Zermakishti et Baya. Alors Baya est une artiste décédée depuis quelques années, et en fait le musée des Beaux-Arts possède quelques œuvres de cet artiste. Et donc les œuvres d'art de ces 2 artistes de cette génération vont avoir la particularité
de participer avec des élèves de l'école élémentaire Jean Massé et Marie Soboul. Donc là, encore une fois, on est avec des très jeunes et des artistes d'une génération d'avant. Enfin d'avant, d'une génération plus ancienne que la nôtre. Donc voilà, le but en fait, c'est de mêler l'intergénérationnel pour pouvoir créer quelque chose tous ensemble. Ok. Et alors, c'est là où je trouve ça très sympathique. J'ai remarqué dans cette liste d'artistes, donc on en a beaucoup, hein, j'ai remarqué Ali Chéri. Et Ali Chéri est un artiste qui est actuellement exposé à la Fondation Giacometti à Paris, puisqu'il a réalisé une expo, d'ailleurs il avait carte blanche pour cette expo, il a réalisé des œuvres en dialogue, et pas que d'ailleurs toujours, avec les œuvres d'Alberto Giacometti. Voilà, ça c'était le petit pont de l'actualité de janvier. Je reprends sur notre festival d'art contemporain. Il y a plusieurs lieux à aller voir, donc je vous ai parlé de la chapelle des Jésuites, on a le musée des Beaux-Arts, musée Culture Taurine, et on a même Carré d'Art, le musée Carré d'Art et la bibliothèque du Carré d'Art, le cinéma, le Sémaphore. Voilà, je sais pas si vous connaissez le cinéma Sémaphore à Nîmes. Pas du tout, non. Super cinéma, il faut Pas y du aller, tout. franchement, il faut y aller, les salles sont trop cool, c'est un petit cinéma d'art et essai, Ok, c'est je vais très regarder. chouette. Le musée du Vieux-Nîmes, et bien évidemment, comme tu l'as dit Marc, partout dans la ville, eh bien, nous avons des œuvres au Jardin de la Fontaine, nous allons avoir des œuvres rue romaine, là, qui sera en collaboration avec le musée de la Romanité, la place du Chapitre, l'avenue Feuchère. L'avenue Feuchère, c'est très simple, hein, vous sortez de la gare, et ben, c'est l'avenue Feuchère. Voilà, donc là, vous aurez des expositions aussi d'œuvres d'art. Vous tomberez facilement dessus. Et au jardin de la Fontaine. Et ça, c'est trop cool d'aller jusqu'au jardin de la Fontaine pour voir de l'art contemporain. Donc, on a plusieurs sujets différents. Je vais pas tout vous spoiler non plus. Je vous laisse aller vous rencarder. Et Et oui. puis comme ça, vous saurez un petit peu... vous allez avoir beaucoup de photos en fait. On sera pas loin, donc vous allez avoir beaucoup de photos, des communiqués de presse. À mon avis, vous allez pouvoir trouver énormément d'informations sur internet. D'ailleurs, toutes les infos sont à retrouver sur le site internet contemporaine-de-Nîmes.com et sur le compte Instagram. Allez sur leur compte Instagram, vous allez avoir une foule d'informations. Même si le festival est déjà passé, il y aura énormément de choses. Vous y retrouverez les derniers communiqués de presse, les dossiers de presse, tous les noms d'artistes, et de quoi vous mettre plein d'infos de culture sous la dent, quoi. Voilà. Cool. Donc Marc, je pense que tu seras probablement d'accord avec moi. Si vous êtes allé au festival, dites-nous en commentaire Mais ce oui. que vous en avez pensé. Dites. Voilà, ça me fera très plaisir, ou du moins ça nous fera très plaisir, de vous lire. Tout à fait, Peut-être tout que à je fait. serai aussi à aller, enfin du moins j'ose espérer que je vais y aller. Tu nous diras en commentaire si c'était bien du coup. Je vous dirai en commentaire si c'était voilà. Super. Ce sera donc tout pour moi. Bah merci beaucoup Roman pour cette suggestion pour nous à faire en 2024, et pour les auditeurs si vous l'avez loupé et si ça vous intéresse, je suppose que si ça a un franc succès, il y aura des suites de ce festival, j'imagine Roman. Oui. Ce sera pas qu'un Alors, one shot. Ça s'appelle une triennale. Une triennale, donc ça veut- Ça sera tous les 3 ans. Et bah du coup Il existe la biennale d'art contemporain. rendez-vous Paris, en la 2027. biennale de Venise. Et voilà, donc aujourd'hui on a la triennale de Nîmes, parce que tous les 2 ans, c'est pas possible, on fait ça tous les 3 ans. Exactement. En 2027, vous aurez 2 choses à faire. La première, c'est aller faire la triennale de Nîmes, et la deuxième, c'est aller voter pour les élections présidentielles. Voilà. Dans cet ordre-là. Pensez-y, c'est bientôt. Mais ce qui est bientôt, et peut-être même tout de suite, c'est surtout la chronique de Nico, qui en plus a une thématique proche de celle de Roman. Tiens, ça tombe bien. Ouais, c'est fou. C'est fou les coïncidences dans la vie On comme a ça. fait exprès. Alors attends, je me perdais sur Google Maps pour voir Nîmes, parce que ça a l'air d'être très joli. Et je remarque qu'il n'y a Attends, pas de t'es jamais allé à rivière. Nîmes Non, non, non. il est du sud-ouest, l'ami Nico. Eh oui. Mais rapplique Oui, ici, oui. mon vieux. Attends, ils ont des arènes, tu te rends compte hein? Mais ouais. Alors oui, on a des arènes, on a un Non, mais ça a l'air temple d'être d'un magnifique. forum, on a Même moi, j'y suis déjà allé à jardin. Nîmes. Non mais sérieux. En fait, ce qu'il faut que tu faire fasses, Nico, c'est que tu te prennes 2 semaines de visite. vacances pour visiter le sud de la France. Ah ouais, faut faire quelque chose. Voilà. Ah, mais après, Nîmes, c'est presque le nord aussi. Ouais, mais toi, c'est parce que t'es un gros sudiste, Clément, c'est pour ça. Le mec, il est de Cannes, quoi, c'est bon. Non, Lyon, d'origine.
Bon, c'est pas le débat. Pardon, on s'égare, on n'est pas là pour débattre On de s'égare, qu'est-ce qui est on au s'égare. nord et qu'est-ce qui est au sud. En fonction du Ouais, placement, de toute façon, ça change tout. Oh, ça va faire un sacré bordel en commentaire. Surtout Débattez si dans les Nico commence commentaires. à dire chocolatine. Oh non, non, Clément, Oh non. qu'as-tu fait? Coupe ça au montage, coupe ça au montage. Donc, Nico, Le bouton arme nucléaire. Non, pardon, oui. Donc, on arrête tout. Je vous D'accord. avais promis, moi, une chronique sur une artiste contemporaine que j'apprécie beaucoup, qui est Sophie Calle, qui va me permettre, et je l'espère, d'interroger un peu les idées reçues que l'on pourrait avoir sur l'art contemporain. Et du coup, ça entre complètement en résonance avec ce que tu as présenté, Roman. Donc c'est génial. En plus, il y aura une partie qui va se dérouler à Nîmes. On est dans le thème. Précédemment, lors d'une discussion qu'on a vue d'ailleurs sur ce podcast, sur l'art contemporain, il en était ressorti qu'il y avait plusieurs freins à l'appréciation des œuvres. Et on avait notamment évoqué la difficulté à comprendre la démarche de l'artiste, la difficulté aussi à ressentir des émotions au contact des œuvres, et qu'elles ne soient au final destinées qu'à une sorte d'élite culturelle. On peut tout à fait ne pas aimer l'art contemporain, mais dire cela revient à amalgamer tout un pan de la production artistique de notre époque, sans même prendre en considération que la musique, le cinéma, la littérature de fiction, la bande dessinée ou même le jeu vidéo s'inscrivent en fait dans ce mouvement. Mais en effet, et comme on en a parlé juste avant, lorsqu'on parle d'art contemporain, d'exposition, se dessinent souvent dans notre tête les images d'œuvres abstraites, de toiles monochromes, d'objets épurés et de performances incompréhensibles. De la même manière que pour l'art des époques antérieures, on peut se dire que l'on n'a pas forcément les codes, on n'a pas les clés pour comprendre les démarches artistiques qui paraissent de prime abord totalement déconnectées de la réalité qu'on connaît, nous, les gens du peuple, du populaire et de l'accessible. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut être honnête, vu la diversité de l'art contemporain, je pense que nous avons déjà tous et toutes, ou alors on saurait tenter de faire un jour cet amalgame-là. D'où ma démarche aujourd'hui d'entrouvrir une fenêtre sur l'art contemporain, fenêtre dont les volets ont déjà été ouverts par Roman, Oh. dont je suis... C'était pas mal, hein. C'est joli, c'est joli. Voilà, moi je suis vraiment loin d'être spécialiste de l'art contemporain. Je voulais juste vous présenter une artiste qui, à mon sens, transcende un peu les préjugés que j'ai exposés juste avant. Alors bien sûr, on ne peut pas généraliser, ni en faire un exemple représentatif de ce qu'est l'art contemporain, que ça aurait juste aucun sens. Mais si après ça, et après cet épisode de Tout et de Rien, on a éveillé votre curiosité, eh bien ce serait déjà pas si mal. Il est compliqué de relier Sophie Calle à un courant particulier, ou même une discipline artistique précise. Elle est à la fois plasticienne, photographe, écrivaine, cinéaste, performeuse. Elle reste difficile à classifier. Le mouvement duquel elle se rapproche le plus, c'est le narrative art, né dans les années 1970. Une forme d'art conceptuel liée à la narration et la stimulation de l'imaginaire du public via des associations entre des photographies et des textes. Mais Sophie Calle, elle a tendance à dépasser ses frontières. Et pour ça, elle utilise un maximum de supports possibles. Des livres, des photos, des vidéos, des films, des performances, des installations, sans non plus se revendiquer ni écrivaine, ni photographe, ni cinéaste, ni plasticienne. Et en fait, à travers tout ça, elle y exprime et met en scène son sujet de prédilection, qui est sa propre vie et celle des autres. Et pour ça, en fait, elle nous plonge dans l'intime, sans tabou, sans limite, et en tant que spectateur, en fait, il y a peu de moyens de s'y soustraire. L'absence, la mort sont omniprésentes, parfois même montrées directement. Les agencements suggèrent des histoires, des récits, des anecdotes qui sont provoquées ou alors qui sont le résultat du hasard. Et que ce soit vrai ou faux n'a juste pas lieu d'être. L'essentiel, c'est de raconter quelque chose. Tout est traité de manière factuelle, sans filtre, et c'est parfois fait dans un style très méthodique, très pragmatique aussi. Et au final, rien ne laisse indifférent. En fait, l'association entre des supports visuels et des textes donne une apparence froide, une sorte d'objectivité, comme s'il s'agissait d'archives. Parce que avant d'être exposées, ces œuvres, elles sont avant tout les traces d'une action, d'une performance. Et pour cela, en fait, les photos n'ont pas un rôle principal, mais elles agissent comme des preuves visuelles d'une histoire. Et cette association, en fait, permet de véhiculer des émotions en jouant sur des contrastes, parfois avec humour ou insolence, et d'interroger aussi les frontières de l'éthique et de la morale
et pousse toujours les spectateurs à s'interroger. Et un autre point important, c'est la ritualisation, la mise en place de règles, de scénarios qui sont très étranges parfois, mais souvent très ludiques. Et chaque œuvre a son propre système, ses propres règles, qui sont totalement contrôlées par l'artiste. Alors la propre vie de Sophie Calle étant sa première source d'inspiration, je pense que le mieux pour la présenter, c'est de suivre un ordre plus ou moins chronologique. Plus ou moins parce que vous verrez, on fera quand même des petits allers-retours dans le temps, étant donné que la plupart de sa vie, qui est aussi son œuvre, est un jeu de références, sont interconnectés. Et en plus de ça, c'est une personne qui partage dans ses textes, ou même face aux journalistes, une quantité astronomique d'anecdotes. Donc cette chronique, elle va être loin d'être exhaustive. Alors elle est née le 9 octobre 1953 à Paris. Ses parents se sont séparés alors qu'elle avait 3 ans, son père était cancérologue et sa mère journaliste. Tous deux ont joué un rôle important dans sa vie. Son père, c'était quelqu'un de très sérieux, attaché à sa Camargue natale, et elle qualifie sa mère de, je cite, complètement sauvage et extrêmement drôle. Et en effet, elle menait une vie débridée, rentrait aux aurores et emmenait sa fille parfois se baigner sur les rivages ultra chics de Long Island, où elle avait toujours un ami pour l'accueillir et l'inviter. Donc Sophie, elle a passé une partie de son enfance en Camargue, où elle apprend à monter à cheval. Et à 12 ans, elle souhaite devenir tour à tour bouchère, danseuse, puis gardien, donc c'est-à-dire les gardiens, gardiennes en l'occurrence à cheval, des troupes de taureaux. La principale source sur l'enfance de Sophie Calle, à part ses propres paroles, se trouve être les histoires vraies, un livre d'anecdotes autobiographiques régulièrement réédité et augmenté depuis la fin des années 1980. On y apprend par exemple qu'à ses 14 ans, il y a ses grands-parents qui lui ont suggéré une chirurgie plastique pour redresser son nez. Parce que vous verrez des photos d'elle, en effet, son nez possède une courbure assez prononcée, qui à l'adolescence pourrait être assez préoccupant. Mais elle avait quelques doutes, et elle a été épargnée par l'opération, parce qu'en fait 2 jours avant ça, le chirurgien s'était suicidé. Ah ouais, la vache. Elle a aussi grandi à Paris, proche du cimetière du Montparnasse, un lieu qu'elle s'est approprié dès l'enfance, et dans lequel ses parents sont maintenant enterrés. Et au décès de sa mère en 2006, celle-ci a fait inscrire comme épitaphe sur sa tombe « Je m'ennuie déjà » avec une photo d'elle faisant la grimace. Ça cale un peu l'image de sa maman. Sophie Calle, elle a essayé aussi d'obtenir une place au cimetière du Montparnasse, mais étant donné qu'il était complet, elle s'est réservé un emplacement au cimetière de Bolinas en Californie. Et vous verrez, ça a son importance pour la suite. Autre anecdote, lorsqu'elle avait 11 ans, il y a un grand changement qui a eu lieu dans sa vie. La naissance de son frère, Antoine. Elle dit qu'à partir de là, elle est devenue en quelque sorte la baby-sitter de son frère. Sa mère a aussi donné son chat, de peur qu'il le blesse. Elle écrit « J'ai perdu ma liberté quand il est né ». Et en fait, ça, c'est possiblement une explication au fait qu'elle déteste les enfants, et qu'elle n'en a jamais eu, ni voulu en avoir. Elle dit par exemple dans une interview, je la cite encore, « Je déteste les enfants, ils m'ennuient. Je ne suis pas émue par les enfants. Tous mes amis, quand ils ont des enfants, je cesse de les voir. Je n'ai jamais été attirée par les enfants. Je vois un chat, je vais par terre, je me comporte comme une gamine de 8 ans, je lui cours après. Si je vois un chat, le monde cesse d'exister autour de moi. » Et lorsque le journaliste lui demande si un enfant de 4 ans entrait à ce moment-là dans la pièce, sa réponse est « J'aurais envie de vomir ». Ah oui, quand même. Pas fort. À 18 ans, elle part étudier la sociologie à Nanterre, mais s'implique très peu. Elle a d'ailleurs jamais su si elle avait été diplômée, mais pense que potentiellement oui, parce qu'elle s'entendait très bien avec ses profs. Donc loin d'être étranger au monde de l'art, son milieu familial y a participé à lui donner une culture artistique. Son père, Robert Calle, était aussi collectionneur d'art contemporain et côtoyait pas mal d'artistes et galéristes de son époque. En 1986, il devient même directeur du musée d'art contemporain de Nîmes, Carré d'art, que Romane doit bien connaître. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Et du coup, c'est pour plaire à son père qu'elle se lance dans une carrière artistique. D'ailleurs, sa mort en 2015 l'a beaucoup affectée. Elle explique qu'à ce moment-là, en fait, elle a cessé d'avoir des idées pour réaliser des œuvres. Et du coup, en fait, elle est allée chez son poissonnier, puisqu'elle avait vu un slogan publicitaire qui disait « Va chez le poissonnier pêcher des idées ». Donc du coup, ça indique un peu l'état d'esprit de Sophie Calle par rapport à ses créations. Mais on va revenir un petit peu sur son adolescence, parce qu'elle a un parcours qui est quand même très particulier. En fait, elle devient rapidement militante maoïste, surtout pour plaire à un garçon, et à 18 ans, elle part au Liban pour soutenir la cause palestinienne,
Elle rejoint un groupe de combattants et apprend à se servir des armes, même si, comme elle le dit elle-même, elle ne s'est jamais battue et n'était pas du tout prête à risquer sa vie. De retour à Paris, elle rejoint le MLAC, le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception. Elle participe à des avortements clandestins à Paris et accompagne des femmes à Londres pour avorter là-bas. Et en fait, elle se donne tellement pour cette cause qu'elle finit par faire un malaise et décide de tout arrêter. Et elle conserve néanmoins encore chez elle une table sur laquelle elle a pratiqué des avortements. Elle tombe ensuite amoureuse d'un étudiant en architecture et décide de l'accompagner pendant 1 an dans une communauté dans les Cévennes, puis en Crète. Et ensuite, elle cherche à partir le plus loin possible pour le fuir et vit une année au Mexique où elle travaille dans l'agriculture. Puis encore une autre année en Ardèche cette fois, où elle vend de la confiture et du miel sur le marché d'Aubenas. Oh, incroyable. Sûrement, vous devez bien connaître les heures des choix. Ensuite, elle part pour les États-Unis et le Canada. Et en fait, tous ces déplacements ont pour but soit de rejoindre, soit de fuir un homme. En Amérique, elle travaille en tant que serveuse. Elle va aussi travailler dans un cirque. Elle va nettoyer de la marijuana en Californie. Et aussi, elle pose comme modèle nu dans une école de dessin, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'un étudiant avait lacéré un dessin à la représentant à coups de lame de rasoir. Et du coup, elle est partie parce que quand même, ça fait vachement flipper. Par hasard, elle se retrouve un jour dans le cimetière de Bolinas en Californie et prend la photo d'une tombe sur laquelle est simplement écrit « Brother, Sister », sans nom, ni date, aucun texte. Du coup, elle est plutôt satisfaite de son cliché et elle appelle son père qui a toujours refusé de financer ses voyages, mais qui avait dit qu'il l'aiderait quand elle saurait quoi faire de sa vie. Et désormais, pour elle, elle veut se lancer dans la photo. Donc à l'âge de 25 ans, après plus de 7 ans d'errance et d'aventure à travers le monde, elle retourne vivre à Paris. Et le problème, c'est qu'elle est un peu désœuvrée. Elle enchaîne encore les petits boulots. Elle a été serveuse, surveillante dans un dortoir, vendeuse d'aspirateurs, vendeuse de vêtements, et un métier bien mieux payé que tous les autres, qui est stripteaseuse à Pigalle. Donc perdue, déprimée, ne connaissant rien à la vie parisienne, elle n'a pas d'amis et vit chez son père. Elle se sent en décalage complet avec la jeunesse locale et branchée, surtout elle avec son passé un peu de hippie, et elle prend des cours auprès d'un photographe et en échange elle pose nue pour lui. Sa première série de photos concerne des jardiniers en train de travailler, pris à leur insu depuis le premier étage de la Tour Eiffel. Et peu à peu, elle parvient, comme elle le dit, à infiltrer un groupe d'amis en prétendant qu'elle aime le foot, parce qu'en fait elle les a observés depuis plusieurs jours et entendu qu'ils parlaient de matchs de foot. Mais il lui manque quand même un objectif clair dans sa vie. Et elle décide alors de suivre des gens dans la rue pour découvrir des lieux, se laisser guider lors de ses promenades et explorer la ville. Elle dit, je cite, « Ce n'était pas tellement les gens qui m'intéressaient, c'était Paris. » Et lors d'une expédition urbaine, elle tombe sur une petite porte qui l'amène à l'hôtel de l'ancienne gare d'Orsay, qui à l'époque était à l'abandon avant sa réhabilitation en musée dans les années 80. Je la cite encore une fois. L'atmosphère était un peu dérangeante, c'était totalement abandonné. Il y avait des chats morts et des bruits, et il n'y avait pas de lumière. C'était un endroit gigantesque, totalement vide. J'y suis allé doucement. Et elle explore du coup pendant plusieurs jours les 5 étages et les 370 chambres du bâtiment, et finit par établir une sorte de squat dans la chambre 501, un endroit où elle peut se retrouver pour lire tranquillement, pour photographier les chats morts dans le bâtiment, ou danser seule dans ce qu'elle prend en fait pour la salle de bal, et en réalité il s'agissait du restaurant de l'hôtel. Et à la nuit tombée, incapable de supporter l'obscurité et surtout les conditions, les insectes, tout ça qui sont sur place, elle rentre à pied chez son père, mais toujours en récupérant des petits objets ou des documents sur place. Et au total, elle en a ramené des centaines. À ce moment-là, à part quelques cours de photo, Sophie Calle, elle a encore jamais eu de formation artistique, et d'ailleurs, elle en aura jamais du reste de sa vie. Elle n'est pas vraiment intéressée par les musées ou même à l'histoire de l'art, et c'est surtout par ennui qu'à la fin des années 1978, qu'elle commence à prendre en photo de dos les inconnus qu'elle suit dans la rue, et note tous leurs déplacements et interactions à la manière d'une détective privée. En février 1979, à une soirée, elle rencontre l'un de ces inconnus qui lui apprend qu'il part prochainement pour Venise. Sophie Calle décide alors de le suivre et de le traquer pendant 13 jours, coiffé d'une perruque. Elle le prend en photo à son insu et note absolument tout ce qu'il fait. La même année, alors qu'elle avait invité une amie à dormir chez elle, celle-ci lui fait une remarque sur la tiédeur
de ses draps lorsqu'elle se couche dans son lit. Et ça donne une idée à Sophie Calle, qui va du coup recruter 28 participants, dont des proches et des inconnus pris au hasard, pour venir chez elle dormir dans son lit. Chacun d'eux est pris régulièrement en photo, en train de dormir, et elle note les détails et éléments significatifs, les sujets de leur conversation, les positions et les mouvements au cours du sommeil, et le menu détaillé du petit déjeuner qu'elle leur préparait. En fait, à l'image des usines qui tournent 24 heures sur 24 sans s'arrêter, elle souhaite que son lit soit toujours occupé par tranche de 8 heures par invité, et ce pendant 8 jours. Il se trouve que parmi ces personnes-là, se trouvait la femme d'un critique d'art. Et celui-ci, intrigué par ce projet insolite, propose à Sophie Calle d'exposer ses photos et ses textes. Elle dit, je cite, « C'est lui qui a décidé que j'étais une artiste. Je prétendais seulement vouloir être photographe pour que mon père me loge. » Sa première exposition a donc lieu en 1980, pendant la Biennale des jeunes artistes, au Musée d'art moderne de Paris. Elle y expose sa série sur les dormeurs, et les photos sont associées à des notes brèves, objectives, sans analyse ni argumentation, vraiment à la manière de rapports complètement factuels. Et elle raconte, lorsqu'on me demandait des informations pour ma page dans le catalogue, avec des questions telles que première exposition, éducation artistique, à chaque question je répondais rien. Je suis passé directement de rien, sans désir, travail ou ambition artistique, au musée d'art moderne. Cela semble être le bon chemin, même si je n'avais aucune idée de cela où aller, si c'était de l'art et pourquoi je faisais cela. Peu après, toujours en 1980, elle expose à New York, dans le Bronx, dans le cadre d'une grande exposition collective. Elle en profite sur place pour questionner les préjugés sur ce quartier, en demandant à des habitants pris au hasard, encore une fois, de la mener dans les endroits qu'ils préféraient. Et du coup, tout ça, elle le documente en prenant des photos et des notes. Mais avant de partir aux États-Unis, sur les conseils de son père, elle montre sa série des dormeurs à un galeriste professionnel, aussi ami de son père, pour avoir un avis un peu sur la qualité de son travail. Celui-ci aurait dit, après seulement une ou deux minutes d'échange, « J'aime ton père, donc je vais être direct. C'est beaucoup trop intellectuel, trouve autre chose à faire de ta vie. C'était agréable de te rencontrer, au revoir. » Et ironie du sort, 13 ans plus tard, il deviendra un de ces galeristes à New York. C'est ouf. Sa carrière, ouais, La c'est boucle assez... bouclée. C'est clair. C'est un peu le bon retour de karma. Sa carrière débute réellement en 1981. Elle s'installe à Malakoff, dans la banlieue de Paris, dans une usine désaffectée qu'elle partage avec d'autres artistes. Pendant 3 semaines, elle se fait aussi embaucher en tant que femme de chambre dans un hôtel à Venise. Et elle en profite pour examiner les effets personnels des clients, prend des notes, des photos, pour essayer de retracer leur vie. Et tout ça, ça aboutit à une nouvelle série qu'elle appelle L'Hôtel. Le portrait qu'elle fait des voyageurs est marqué par un élément qui est quand même assez intriguant, c'est l'absence des sujets principaux. Toujours en 1981, elle demande à sa mère d'engager un détective privé pour la suivre pendant une journée. Et en parallèle, elle demande à une amie de traquer le détective privé. Du coup, il en résulte une journée racontée d'un triple point de vue par des photos et des notes dans une œuvre appelée La Filature. Sa première exposition personnelle, elle date de 1983. Et du coup, elle a pour la première fois l'occasion de montrer ses travaux, qui se présentent sous forme de rapports de surveillance, de cartes annotées, de séries de photos en noir et blanc. Et les spectateurs deviennent témoins de ses traques, de ses quêtes, un peu voyeurs de l'intimité de la vie privée de Sophie Calle et d'inconnus, dans un mélange entre une sorte de fiction et une autobiographie. Et tout ça, bien sûr, mais en fait, le décalage est quand même assez drôle à voir. La même année, en jouant avec la limite de la vie privée et aussi un peu de la loi, elle suscite une controverse qui lui attire de vives critiques avec une œuvre intitulée Le Carnet d'adresses. En fait, après avoir trouvé un carnet d'adresses dans la rue, Sophie Calle l'a photocopié avant de le rendre à son propriétaire. Elle a ensuite contacté toutes les personnes répertoriées dedans en leur posant des questions sur son propriétaire dans le but d'en dresser un portrait par écrit. Et les transcriptions de ces conversations, accompagnées de photographies, ont ensuite été publiées dans le journal Libération, et s'en est suivi des menaces de plainte de la part du propriétaire du carnet. Tu m'étonnes. Du coup, Sophie Calle, elle a dû accepter de ne pas republier ce travail avant la mort de cet homme,
Et sa réputation en tant qu'artiste, elle en a un peu pris un coup à ce moment-là. En 1984, elle expose pour la première fois à la ville d'Arles, mais son œuvre et son impertinence sont encore mal vues. Déjà critiquée par plusieurs artistes qui désapprouvent complètement son travail, elle se fait alors huer par le public. Elle dit, je cite, « Pour eux, je n'étais pas une photographe et ils n'avaient pas complètement tort. » Et il y a un article dans Le Monde à ce moment-là qui, sur un ton similaire, écrivait « Elle ne sait même pas prendre une bonne photo. » Ouf. La pauvre. Toujours en 1984, le ministère des Affaires étrangères lui accorde une bourse d'études de 3 mois pour partir au Japon. Le problème, c'est qu'elle n'a pas du tout envie d'aller au Japon, ça ne l'attire pas du tout. Et donc elle décide de s'y rendre le plus lentement possible, et pour ça elle prend le transsibérien. Mais son voyage de retour est marqué par l'un des moments les plus douloureux de sa vie, une rupture amoureuse. Elle apprend en effet au téléphone que l'homme qu'elle aimait la quitte, alors qu'ils devaient se retrouver dans un hôtel à New Delhi. À son retour en France en 1985, elle choisit pour se soulager de raconter sa souffrance et interroge ses amis ou des personnes qu'elle rencontre avec la question suivante. Quand avez-vous le plus souffert ? Et confrontée au récit des autres, elle parvient à relativiser et 3 mois plus tard décide d'en faire une œuvre appelée Douleur exquise, qui se divise en 3 parties, donc le récit de son voyage, la reconstitution d'une chambre d'hôtel et la confrontation de sa douleur par rapport à celle des autres. En 1986, elle élargit un peu ses horizons en interrogeant des personnes aveugles de naissance afin de connaître leur définition de la beauté, en leur demandant quelle est la plus belle chose qu'ils aient vue. Elle met en relation leurs témoignages avec des photos qui servent à illustrer ce qu'ils disent. Et dans le même style, en 1991, dans un musée à Boston, elle demande aux visiteurs de lui décrire des œuvres qui avaient été dérobées et photographie les espaces qui ont été laissés vides. La même année, elle expose au MoMA, donc au Museum of Modern Art de New York, et elle invite sa mère à l'inauguration. Et en découvrant le travail de sa fille entre les œuvres de figures majeures de grands artistes contemporains, elle lui dit « Tu les as bien eues !» Et pour Sophie Calle, c'est un vrai compliment. Elle explique, je cite, « Elle a pensé que j'avais du génie pour être arrivée à me glisser jusque-là, que j'étais drôlement maline, mais elle n'a pas du tout commenté mon travail. » Et si Sophie Calle se trouve aux États-Unis à ce moment-là, au début des années 90, c'est aussi pour rejoindre son amant de l'époque, le photographe new-yorkais Greg Sheffard. Tous deux vivent une période difficile dans leur couple et partent dans un road trip qu'ils ont décidé de documenter en vidéo. Le but est autant de créer un film que de remettre un peu leur couple sur des nouvelles bases. Et en 1995 sort donc le premier long métrage de Sophie Calle qui s'appelle No Sex Last Night. Il s'agit d'un film assez étrange qui montre une relation asymétrique et en fin de parcours qui fait penser à un vlog où les protagonistes parlent régulièrement face à la caméra pour confesser leurs pensées et leurs émotions. Parce qu'en fait, Sophie Calle est toujours amoureuse de son compagnon, mais pas lui. Et lui, en fait, il désire en finir avec cette relation. Donc ils se parlent de moins en moins directement et de plus en plus par l'intermédiaire de la caméra. Et malgré un mariage à Las Vegas pour les besoins du film, eh bien, il s'en est suivi un divorce quelques mois après. Alors les années 90, ça marque également un tournant puisque les projets de Sophie Calle sont plus complexes et transcendent encore davantage les frontières entre la vie et l'art. En 1992, Paul Auster, un auteur américain de livres policiers, qui est d'ailleurs aussi ami de Sophie Calle, sort un roman appelé Léviathan. Et dans ce roman, il y a un personnage secondaire qui s'appelle Maria, qui est décrit en ces termes par le protagoniste de l'histoire. Au début, elle me faisait un peu peur, je la soupçonnais d'un rien de perversité, qui rendait nos premiers contacts assez excitants. Mais avec le temps, j'ai compris qu'elle était seulement une excentrique, un être peu orthodoxe, vivant sa vie en fonction d'un ensemble de rites bizarres et personnels. Pour elle, chaque expérience représente une aventure en soi, créatrice de ses propres risques et de ses propres limites. Et chacune de ces entreprises entrait dans une catégorie distincte de toutes les autres. Certains la disaient photographe, d'autres la qualifiaient de conceptualiste, d'autres encore voyaient en elle un écrivain. Mais tout bien considéré, je pense qu'il était impossible de la ranger dans une case. Son travail était trop fou pour cela, trop personnel pour être perçu comme appartenant à une technique ou à une discipline particulière.
Du coup, ça vous rappelle personne? Je sais pas qui. Bah, c'est... Attends, vas-y. Comment? Pardon, vas-y, je sais pas. En fait, c'est un personnage qui est basé sur Sophie Calle. Bah oui. Alors attends, je pense que là, c'est la phrase que j'ai pas compris. Parce que moi, déjà de base, enfin, j'avais compris que le protagoniste, du coup, comment ça s'appelle? Léviathan, Roman? c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, de Léviathan, parlait du coup de Sophie Calle. Moi, dans ma tête, c'était déjà. Oui, c'était déjà clair. autobiographique, quoi, c'est ça, c'est pour ça que je comprenais pas non plus. En fait, D'accord, je d'accord, suis ok. désolée. D'accord. Ouais, bon, ouais, donc pour Mais oui, du resituer... coup, on était dedans. Tout à fait, Moi, tout je à me fait. suis dit, mais attends, c'est pas Sophie Calle, du coup? De qui Oui, tout à fait. En il fait, veut du coup, parler l'auteur a créé un personnage basé sur son Eh ami. oui. qui a Bah créé oui. Bah, Maria. ça a été clairement sa muse, du coup, pour la Ouais, création de ce ouais, personnage. mais ça a beaucoup plu à Sophie Calle du coup. Et Tu en fait, m'étonnes. elle en a voulu un peu davantage. Et donc, tous les 2 mois, pendant 2 ans, elle harcèle Paul Auster au téléphone pour qu'il écrive une nouvelle histoire avec son personnage. Mais à la place, en 1994, Paul Auster, il a eu une autre idée. Il lui fournit un texte qui s'appelle Gotham Handbook, qui est une liste d'actions à réaliser pour Sophie Calle, c'est vraiment adressé à elle, dans le but d'améliorer la vie à New York. Et on y trouve, par exemple, ouais, c'est assez stylé, on y trouve par exemple un sourire quand la situation ne l'exige pas, offrir des sandwichs et des cigarettes aux démunis, ou investir des lieux improbables. Du coup, Sophie Calle, elle s'approprie une cabine téléphonique au cœur de Manhattan, et elle va mettre des briques, elle va la repeindre, la décorer de bouquets de fleurs et de cartes postales, et dedans elle va mettre à disposition des chaises, des boissons et des friandises pour les passants, et elle les enregistre et prend des notes sur eux, bien évidemment à leur insu. Mais tout ça en fait c'était pas suffisant encore pour Sophie Calle, parce qu'elle a vraiment beaucoup aimé qu'il y ait un auteur qui écrive sur elle. Et de 1997 à 1998, elle décide de produire des œuvres qui ont été réalisées par le personnage fictif de Maria, notamment en une semaine de repas chromatiques réalisés à partir d'aliments d'une seule couleur. Donc le orange pour le lundi, rouge pour le mardi, blanc le mercredi, vert le jeudi, jaune le vendredi et rose le samedi. Ok. Ou alors encore des journées entières sous le signe d'une lettre de l'alphabet. Par exemple, le jour du W, elle part en Wallonie avec du whisky, un Walkman, du Wagner, etc. Ce genre de choses. Et en fait, à ce moment-là, elle commence à rencontrer un grand succès, un large succès auprès du public. Et du coup, son influence va pas mal augmenter. Parce que c'est des trucs qui sont quand même plutôt accessibles, tout ça. Et en 2002, elle s'installe par exemple le temps de la première nuit blanche de Paris. Donc c'est une manifestation culturelle où des lieux et monuments sont ouverts de nuit. Elle s'installe en haut de la tour Eiffel, dans une chambre qui est aménagée. Et du coup, elle est en chemise de nuit et elle reçoit les visiteurs en leur demandant de lui raconter des histoires dans le but de la tenir éveillée toute la nuit. En 2003, le centre Georges Pompidou lui consacre sa première exposition rétrospective qui s'appelle M'as-tu vu, qui est accompagnée d'un livre qui revient sur sa carrière. Et elle expose la même année une série intitulée Voyage en Californie. En fait, ça vient qu'en 1999, il y a un Californien qui a écrit à Sophie Calle après une rupture amoureuse et qui lui a demandé de dormir dans son lit le temps de se remettre de ce chagrin. Mais au lieu d'inviter l'homme chez elle, parce que quand même c'est assez loin, Sophie Calle, elle a eu l'idée de lui envoyer directement son lit pendant quelques mois. Et du coup, chaque étape de la performance est photographiée et documentée. En 2007, elle présente l'un de ses projets les plus ambitieux, qui s'appelle Prenez soin de vous, à la Biennale de Venise, où le pavillon français lui est entièrement consacré. L'exposition connaît un grand succès et elle est reconduite en 2008 à la BNF. Prenez soin de vous vient de la dernière phrase d'un mail de rupture de son petit ami de l'époque, que Sophie Calle a reçu sur son téléphone un soir alors qu'elle était en voyage à Berlin. Du coup, elle est pas mal déprimée, elle en parle à sa meilleure amie, et 2 jours après, elle a une idée. Au lieu de répondre elle-même, elle a demandé à 107 femmes de lui fournir une réponse en fonction de leur spécialité. Donc elle a des amis qui sont ouais, la artistes, vache. actrices, mais il y a par exemple aussi une comptable qui a analysé les implications financières du mail, une éditrice qui a corrigé le contenu, une chanteuse qui a chanté sa réponse, une latiniste qui a traduit la lettre en explicitant chaque terme, une juge, une linguiste, une philosophe qui ont analysé la lettre selon leur domaine de compétences et d'expertise, et ainsi de suite.
Et il y a même un mot rassurant de la mère de Sophie Calle à sa fille, où il est écrit notamment « Pour toi, cette rupture pourrait devenir le terreau d'une manifestation artistique, non ?» Tout ça, le projet pourrait être à l'origine de ce message. Donc dans l'exposition, le spectateur est pris dans une déferlante de photos, de vidéos, de sons et de textes qui donnent la parole à chacune de ces 107 femmes impliquées. Le mail est tellement disséqué et décortiqué en tous sens qu'il se retrouve dénué de toute charge émotionnelle. Sophie Calle dit alors dans une interview « Elle n'est plus une lettre qui m'a fait pleurer, c'est une lettre avec des fautes de ponctuation, des répétitions. À la fin, je la connaissais par cœur, je peux la réciter sur la table et elle me fait maintenant autant d'effet que si je lisais le bottin. » L'année 2007 marque aussi un autre projet, cette fois un peu plus controversé. En fait, 1 an auparavant, la mère de Sophie Calle est décédée. Elle avait toujours voulu être présente dans ses œuvres sans que l'occasion ne soit présentée. Et elle était atteinte d'un cancer. Et du coup, Sophie Calle a voulu rester auprès d'elle jusqu'au bout. Mais vu qu'elle ne pouvait pas être présente à ses côtés 24 heures sur 24, elle a décidé avec son accord de la filmer, jusqu'à son dernier souffle, espérant capter ainsi ses derniers mots. Sophie Calle dit « Elle a observé la caméra avec sympathie, et elle a même dit « Eh bien, tu en as mis du temps pour faire quelque chose sur moi. » Mais Sophie avoue que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Elle dit « Je n'ai pas vu la mort. J'ai réalisé qu'il y avait ce moment étrange entre la vie et la mort, où je ne pouvais pas voir. Il y avait une infirmière avec moi et ma cousine, et nous touchions ici et là, et nous ne pouvions pas savoir si elle était morte ou vivante. » Le film est exposé plusieurs fois, et en 2012, lors d'une performance, elle lit le journal intime de sa mère devant le public lors du Festival d'Avignon. Le nom de sa mère, Monique, est par la suite devenu le nom du buste de girafe empaillée qu'elle a dans son appartement. Parce que oui, Sophie Calle possède une véritable ménagerie d'animaux empaillés chez elle, et tous ont des noms en rapport avec ses proches. Il y a par exemple un petit singe qui est nommé en hommage à l'écrivain Hervé Guibert, qui porte d'ailleurs la médaille d'or Hasselblad, l'un des plus prestigieux prix de photographie, décerné à Sophie Calle en 2010, où il y a aussi un loup qui montre les dents, et qui est nommé en l'honneur de son galeriste actuel, Emmanuel Perrotin. En 2011, à la suite d'un article dans un journal... Comment ? Non, je suis désolée, ça m'a fait rire. Ah oui, non, Par rapport à Perrotin, je m'y attendais pas. Oui. C'est assez J'avais génial. vu la tête du loup, hein, mais je savais pas. Mais oui, c'est clair. Si vous avez l'occasion aussi de voir des photos de l'appartement de Sophie Calle, ça vaut vraiment le coup. Du coup, en 2011, à la suite d'un article dans un journal turc qui disait que des personnes étaient tellement pauvres qu'elles n'avaient jamais vu la mer, elle décide de partir en Turquie et d'emmener et filmer des gens qui découvraient la mer pour la première fois. En 2013, elle produit 2 séries de photographies et de textes, Tableau dérobé et Que voyez-vous, où elle questionne à nouveau des visiteurs dans des musées et des gardiens devant des cadres vides d'œuvres qui ont disparu. En 2014, elle passe une nuit dans une cabine de péage sur l'autoroute à demander aux automobilistes où ils pourraient l'emmener, et si elle était satisfaite de leur réponse, elle leur offrait le péage. Et 2014 est aussi malheureusement l'année de la mort de son chat, qui s'appelait Souris, suivi en 2015 du décès de son père. Du coup, c'est une période un peu creuse pour Sophie Calle, mais en 2018, elle parvient quand même à sortir un double album, un album de musique, qui s'appelle Souris Calle, et c'est 37 chansons ou musiques complètement inédites, écrites et produites par des artistes français ou étrangers à la mémoire de Souris, le chat. Et donc il y a plusieurs personnes assez célèbres qui ont participé, il y a Bono, Juliette Armanet, Brigitte, Raphaël, The National, Jean-Michel Jarre, Miossec, Thomas Fersen, Lou Doyon, Aaron, Jarvis Cocker, il y en a en fait pas mal. Tous sont assez connus et tous ont écrit une chanson et l'ont interprétée en l'honneur du chat de Sophie Calle. C'est mignon. C'est aussi à ce moment-là qu'elle est exposée au musée de la chasse et de la nature à Paris. Et elle place ses œuvres au milieu des collections permanentes. Il s'agit de photos et de textes autobiographiques issus des histoires vraies, accompagnés d'objets pour attester de leur véracité. Par exemple, on peut y voir une lettre d'amour que Sophie a commandée un jour à un écrivain public pour se consoler de n'en avoir jamais reçu. Il y a aussi un chat empaillé pendu avec un foulard
qui illustre sa chatte Nina qui a été étranglée par un ex jaloux. Oh. Et c'est horrible. Et une compilation aussi de petites annonces sélectionnées dans le journal Chasseur français depuis 1895. On peut y voir aussi, il y a son amie et sculptrice Serena Caron, qui a réalisé une sculpture en céramique à échelle humaine d'ailleurs je crois, de Sophie Calle, elle-même, qui trône au milieu de ces animaux empaillés qui sont aussi exposés pour l'occasion. En 2022, Sophie Calle collabore avec l'ancien président de l'INRAP, l'archéologue néolithicien Jean-Paul Desmoules, pour une exposition au musée d'Orsay. Et oui, parce que rappelez-vous, elle connaît bien les lieux avant qu'ils ne deviennent un musée. Et surtout, elle possède encore toute une collection d'environ 300 objets aléatoires récupérés. Et c'est donc l'occasion de les ramener là où elle les a trouvés en quelque sorte. Et tous sont montrés accompagnés de cartels qui proposent une analyse et une interprétation archéologique. Et les spectateurs peuvent donc contempler des plaques de chambre, des relevés de compteurs d'eau, des clés rouillées, des sonnettes de porte, et plein d'autres trucs comme ça, qui sont associés à des photos qui ont été prises par Sophie Calle donc à la fin des années 70, mais aussi pendant le confinement, où le musée était vidé de son public. Cette exposition, elle s'appelait Les Fantômes d'Orsay, et c'était l'occasion pour un journaliste de demander quel genre de fantôme voudrait être Sophie Calle. Et sa réponse est, je cite, « Un chat chez mes amis, un chat qui entend et comprend tout. » En tout cas, un fantôme qui peut espionner. Ça va bien avec le personnage. Ouais, carrément, c'est clair. L'an dernier, en 2023, elle a été invitée au musée Picasso. Donc cette fois, c'est l'ensemble de son appartement qu'elle déménage. C'est plus de 700 pièces d'animaux empaillés, de photos, d'objets d'art, de bijoux, de vêtements, de documents, de meubles qui investissent l'ensemble du musée, tandis qu'elle a fait déplacer la quasi-totalité des tableaux de Picasso dans les sous-sols. Et ça a été aussi l'occasion pour Sophie Calle de faire répertorier ses biens, donc ça fait partie de la performance en quelque sorte, et aussi de refaire son testament. Et d'ailleurs, en parlant de son testament, il y a une anecdote que l'on peut trouver dans ces histoires vraies. Donc en fait, Sophie Calle, elle possède 2 maisons, la première à Malakoff, dans l'ancienne usine, et une autre au Caillard, en Camargue. Et dans une histoire intitulée Cauchemar, elle écrit « J'aime mon filleul. Dans mon testament, je l'ai désigné comme bénéficiaire de ma maison dans notre village du sud de la France. Je déteste le FN. Mon filleul a déjà voté FN. J'ai fait un cauchemar. Dans son testament, mon héritier léguait sa maison au parti d'extrême droite. Et en hommage à l'ancien propriétaire, les convocations de son antenne locale indiquaient comme lieu de réunion chez Sophie Calle. J'ai déshérité mon filleul. » Et Je me ça, demande la tête du filleul le lendemain. oui. Il a été déshérité à cause d'un cauchemar. Ouais. Mais des fois, il faut se fier à ses cauchemars et ses rêves, attends. Non mais complètement, c'est clair. Et du coup, ça reste assez détonnant un peu dans l'œuvre de Sophie Calle, parce qu'en fait, d'habitude, elle parle jamais de politique. C'est vraiment quelque chose qui est complètement absent de l'ensemble de son œuvre. Et elle a déjà dit, par exemple, en fait, les 2 choses que je n'ai jamais évoquées dans mon travail, ce sont mes années de militantisme et la tauromachie. On retrouve aussi l'anecdote du déshéritage de son filleul dans une interview sur Arte et une autre dans Libération. Et d'ailleurs, le journaliste de Libé est allé l'interviewer sur place, en Camargue, donc en plein territoire Rassemblement National. Je mettrai tous les liens en description. Et je vous lis un autre extrait assez amusant. Sur la plage, sous un soleil d'or, au milieu d'un cadre dessiné dans le sable, comme une nécessité, elle a positionné une feuille de papier, sur laquelle elle a inscrit proprement « Plage interdite aux enfants ». Le château de sable n'a jamais fait partie de mes jeux, dit-elle. Je ne saurais même pas par où commencer. Par contre, j'aime bien écrire. Et elle a un doute. Peut-être devrais-je mettre « danger enfant », non ? Ouais, j'aime bien un peu son Ouais, moi aussi. de ce côté-là. Je pense qu'elle a eu une mère quand même qui l'a bien éduquée de ce côté. Ouais. Alors en plus c'est assez drôle parce que je parle avec ma voix, mais il faut écouter avec la voix de Sophie qui est assez aiguë, assez fluide, donc ça détonne pas mal. Donc actuellement, Sophie Calle, elle est âgée de 70 ans. Elle est considérée comme l'une des artistes les plus insolites et influentes de sa génération. Mais il y a quand même des questions qui demeurent. À une époque où les frontières entre fait et fiction sont si souvent brouillées, surtout depuis les réseaux sociaux et la télé-réalité, il est devenu légitime de douter de la véracité de toutes ces histoires. Et même si personnellement je pense que la question n'a pas vraiment lieu d'être dans le cas d'une œuvre artistique,
Ce point-là est régulièrement abordé par des journalistes. Et Sophie Calle, vous l'aurez compris, elle aime bien les interviews, elle y répond volontiers. Je la cite par exemple. Je n'ai jamais la capacité d'inventer. Je peux inventer une idée, mais je ne peux pas inventer une situation. Je dois la regarder, l'utiliser comme matériau. Ailleurs, elle dit aussi, d'une certaine façon, on est toujours un peu mythomane. Ma vie, c'est comme tout le monde. Faire le ménage, les courses, il t'arrive 364 jours chiants et tu ne racontes qu'une journée. Si on ne raconte pas l'avant et l'après, on ment toujours un peu. Et je la cite encore à propos du traitement un peu de ces séparations amoureuses. Tout le monde a été quitté un jour. Il n'y a aucune information sur moi. Beaucoup de ces histoires ne sont qu'un moment, elles ne sont pas ma vie. Ce sont 1 minute d'un événement que je sélectionne. Je n'ai jamais l'impression de révéler quelque chose, non. Les gens pensent qu'ils me connaissent, mais ils ne savent rien. Dans le processus de transformer ces expériences en art, elles deviennent d'une certaine manière une sorte de fiction. Et personnellement, je trouve que décontextualiser un fait en toute transparence, sans être dupe sur le fait que cela va tromper quelque part un peu le public, c'est aussi un bon moyen pour le public de s'interroger sur ce à quoi il est confronté. Et en mélangeant fait, fiction, public, privé, création et vie courante, en suggérant des récits et des histoires avec la duplicité de l'imagination des autres, d'une certaine manière, l'art de Sophie Calle prend une dimension didactique et surtout ludique. Et d'ailleurs, c'est à peu près ce qu'elle dit à propos de ses œuvres. Je la cite encore. « Je ne fais généralement des photos que lorsque j'ai une règle du jeu. Je ne les prends jamais au hasard, je me promène pas avec un appareil photo. Mais parfois, comme tout le monde, je vois quelque chose, généralement avec mon téléphone, et je le prends. Mais je ne sais jamais quoi faire de ces photos car elles n'ont pas d'histoire derrière elles. Et ce processus ludique est totalement maîtrisé, je la cite encore, en s'emparant d'une règle de jeu totalement arbitraire et en faisant par la simple obéissance un rituel que je décide d'arrêter à telle date, tel jour, telle heure. Un autre élément intéressant dans l'art de Sophie Calle, c'est que c'est aussi pour elle un moyen de se reconstruire, de donner du sens à ses expériences de vie qui sont nombreuses et très diverses. Il y a clairement une dimension thérapeutique derrière, qui est certes centrée sur elle-même, mais qui peut potentiellement concerner n'importe qui. D'où le fait qu'elle soit si appréciée peut-être du grand public. Prenez son rapport à la mort par exemple. Elle ne la présente jamais de manière dramatique ou métaphorique, ni de manière trop crue ou abrupte. Elle présente des œuvres qui sont déjà passées par un processus de réflexion qui permet d'aborder le sujet de manière poétique, tout en restant accessible à tous. Même chose pour l'absence ou la rupture. L'humour est aussi un moyen pour elle de dédramatiser un peu les sujets les plus impactants. Et au final, en propulsant l'intime dans la sphère publique, ne rend-elle pas plus visible des émotions que chacune et chacun d'entre nous pouvons ressentir ? Je pense que la portée de Sophie Calle dépasse aussi les salles d'expo ou même le champ de l'histoire de l'art. Maintenant que vous la connaissez, si jamais vous vous renseignez un peu plus, vous verrez qu'il y a plein de petits détails du quotidien qui peuvent être abordés selon ses rituels et ses fantaisies. Et elle peut même être une source d'inspiration. Par exemple, personnellement, toute proportion gardée, je me compare pas du tout, mais elle était une influence pour mes premiers posts sur Instagram, qui sont exactement genre des photos sorties de leur contexte, avec un texte qui raconte une anecdote. Et je pense que c'était même pas voulu, genre c'était vraiment une influence qui avait déjà été digérée. Je trouve aussi qu'elle est une source d'inspiration pour se réapproprier aussi des parcours de vie qui peuvent être compliqués, qui sont pas linéaires, d'avoir du recul aussi dessus, et malgré les aléas, et relativiser certaines expériences qui peuvent être douloureuses. Ouais, c'est ce que je voulais dire aussi, effectivement. Que du coup, c'est assez, peut-être pas reposant, mais rassurant de se dire que ouais, t'as un moment qui va être difficile, mais t'auras d'autres moments derrière qui seront trop chouettes et d'autres moments difficiles et en même temps c'est ça qui fait la vie, donc c'est ça, et quelque ça te part fait elle plein fait ce d'expériences, travail. tu vis quoi. Ouais, elle fait un peu ce travail pour nous, et du coup c'est quand tu vas voir une exposition, ou même si tu vas voir ses œuvres en ligne, ça permet vraiment d'aider en fait, tout simplement. Du coup, ouais, elle présente souvent les choses de manière humaine, simple, matérialiste. En même temps, Et, elle utilise des sujets sociaux, donc Ouais, c'est clair, complètement. c'est pour ça que ça nous parle aussi facilement finalement. Et puis surtout aussi, moi il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'elle arrive malgré tout, même si c'est assez particulier, elle arrive à inciter à la rêverie, à inviter aussi au développement de l'imaginaire, ce genre de choses. Et ça, pour moi, c'est une forme d'art contemporain que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, si je peux faire un petit
petite référence à mes anciennes, à d'autres chroniques. Vas-y, C'est vas-y. un peu, c'est un peu le même. Enfin, ça peut être un point commun, tu vois, avec d'autres artistes contemporains que j'ai déjà évoqués, par exemple Aphex Twin ou Komwai. Enfin, et peut-être d'autres artistes plus tard, je sais pas encore si je parlerai d'autres artistes contemporains. Voilà, donc en tout cas, j'espère que tout ça, ben, ça a au moins éveillé votre curiosité, ou interrogé, pourquoi pas au minimum, vos a priori sur l'art contemporain. Et puis, si ça vous a permis de découvrir Sophie Calle, je peux vous conseiller de vous renseigner encore plus. Voilà, c'est assez accessible sur internet, ou même vous allez sur le site de la Galerie Perrotin. C'est là où j'ai pris la plupart de mes refs. C'est là où il y a pas mal d'œuvres qui sont exposées aussi, accessibles en photo. Voilà, j'ai prévu quelques bonus. À chaque fois qu'on va parler de Perrotin, maintenant, je vais penser au loup, ouais. Ouais, alors là, c'est fini, j'ai la tête du loup. Et d'ailleurs, il me semble que Perrotin, c'est la tête du loup. je crois que sur le site de la Galerie Perrotin, où tu as les artistes qui sont présentés, elle est en photo avec le loup. Moi déjà bonjour. Oui, Yes, oui, bonjour Manon. Il y a Manon qui est parmi Je nous. réagir et je suis en Oh merde. pas que je réagis, c'est trop bizarre, je suis pas là depuis le début. Yes, je sais pas pourquoi j'ai cliqué sur au revoir quand t'es arrivé au lieu de cliquer sur ça. C'est Voilà, le fait c'était que tu ça lui que je voulais fais, hein. entendre. Il se barre en fait. Non mais je fais ça à beaucoup de gens malheureusement. Déjà, merci Nico pour ta chronique et maintenant il faut que je vomisse tout ce que je me suis retenu de dire pendant tout le long. C'est que j'adore Sophie Calle, c'est une de mes artistes contemporaines préférées. Je la trouve merveilleuse. Je trouve que tu as bien parlé d'elle et ça m'a trop fait plaisir de réentendre tout ça parce que ça fait des années du coup que j'ai étudié ça et voilà, c'est loin maintenant. Et j'adore, elle est trop drôle et encore, t'as raté la première partie, je crois, où je peux parler, enfin où elle parle du moment où elle déteste les enfants et pourquoi. Non mais Je me suis reconnu là-dedans aussi. Hein, Ouais, de ouf, c'est clair. c'est un peu un animal totem sur ce point. Tu vois. Non mais elle est... Je trouve qu'elle est vraiment fantastique comme meuf et j'adore son œuvre. Prenez soin de vous m'a vachement parlé, j'avais trouvé ça génial, je me rappelle quand j'en avais entendu parler, je crois que c'était au lycée, j'étais là mais incroyable, et pareil elle m'a vachement influencé donc je peux comprendre tes posts Instagram, voilà, c'est bon. Ouais, du coup, merci elle est. Nico, parce que je la connaissais très peu finalement. C'est vrai. Ouais. Non, c'est une belle découverte. Je peux même pas dire redécouverte en fait, c'est belle découverte. Merci. Oh bah tant mieux, je suis super content si ça a permis des trucs, si mes chroniques permettent des trucs. Tes chroniques permettent des trucs, Nico. En même temps, on dit des- Encore aujourd'hui, j'ai parlé d'anthropophagie au boulot grâce à toi, donc écoute, vraiment. Oh là là. C'est à cause de Raph. Oui, c'est vrai en dîner plus. presque parfait. Il y a un truc, je pense qu'il y a un truc à faire, développer C'est clair. le concept. Ouais, du coup. Les bonus. Je profite, ouais. Vas-y. Alors, c'est deux bonus que. Enfin, il y en a trois, mais il y en a que je vais zapper, sinon on est jusqu'à deux. Une autre chronique, sinon après. Pour un autre épisode. Ouais, c'est des anecdotes bonus en rapport avec la vie de Sophie Calle. Donc, dans ces histoires vraies, il y a elle raconte un truc qui s'appelle le rituel d'anniversaire, qui a eu lieu de 1981 à 1992. Donc, je vous lis, c'est le jour de mon anniversaire, je crains d'être oublié. Et c'est vrai qu'elle a pas mal de points communs avec Manon, ouais. Tout à fait. Complètement. Le jour de mon anniversaire, je crains d'être oublié. Dans le but de me délivrer de cette inquiétude, j'ai pris en 1980 la décision d'inviter tous les ans un nombre de convives équivalent à mon nombre d'années. Je n'ai pas utilisé les cadeaux, je les ai conservés afin de les garder à portée de main. De garder à portée de main les preuves d'affection qu'ils constituaient. En 1993, à l'âge de 40 ans, j'ai mis fin à ce rituel. C'est mignon, j'aime bien ça. J'avoue que c'est mignon comme rituel. Et autre chose, c'est une interview dans Le Parisien, dans le journal Le Parisien, pendant le confinement, où chaque semaine, je crois, ou chaque mois, ils interrogeaient un artiste, et à un moment, c'est tombé sur Sophie Calle, pour le pauvre journaliste qui a eu droit à ça, que c'est l'interview la plus gênante, je pense, qui existe. Je vais vous la lire. Question, qu'aviez-vous prévu de faire si vous n'étiez pas en confinement? Réponse, la même chose que ce que je fais, soit travailler chez moi, mais sans y être obligé, donc plus efficacement. Question, comment se passe votre confinement? Réponse, il se passe. Question, quelles sont vos méthodes pour vous évader? Réponse, je ne veux pas m'évader. Question, une chanson à partager pour nous remonter le moral?
Réponse, je n'écoute que des chansons tristes. Question, J'ai lu un, un Franchement, je truc. l'adore. Je l'adore. un film en Je l'adore. VOD ou un DVD à conseiller? Réponse, je n'aime pas donner de conseils à des gens que je ne connais pas personnellement. Question, un livre refuge pour oublier que vous ne pouvez pas sortir? Réponse, je ne veux pas oublier. Never forget. Question, Elle est il en incroyable. reste deux. Question, frigo plein ou que devant un supermarché? Question un peu nulle. Hein. Réponse, l'information ne me semble pas capitale, mais puisque vous me le demandez, pas de supermarché et par voie de conséquence, pas de frigo plein. Et enfin, dernière question, la première chose que vous ferez après le confinement? Réponse, je sortirai. Point. C'est très très gênant. Ça paraît cohérent. Le truc hein. est C'est la queen de la répartie, mais vraiment. C'est clair. Ça, c'est drôle. Bon, L'interview la plus rapide au monde. c'est ça, le journaliste précise qu'elle était pas trop ok pour faire l'interview, mais vu que Oui, c'est de quelqu'un base. qui aime bien quand même faire des interviews, je pense qu'elle s'est prêtée au jeu, mais avec ses propres codes encore une fois. Hmm. Il y a d'autres anecdotes en interview, je crois que c'est sur Arte, fin 2023. Il y avait un moment où ça parlait d'actualité, et là, il y a une journaliste qui aborde le thème de la fin de vie, c'est l'accompagnement à la fin de vie, qui est pas mal évoqué par le gouvernement. Et du coup, elle demande à Sophie Calle ce qu'elle en pense. Et Sophie Calle a une réponse qui est assez, mais genre complètement inattendue. Elle dit est-ce que je peux dire des choses qui pourraient rentrer sous le coup de la loi, ou est-ce que je pourrais dire des choses qui pourraient m'amener en prison? Un truc comme ça. Du coup, la journaliste C'est a bien dit posé la question. ouais, bah ça dépend, qu'est-ce que vous avez fait? Et du coup, Sophie Calle, elle repose cette question, et genre, elle demande si elle pourrait aller en prison par rapport à ce qu'elle va dire. Et du coup, elle dira rien, mais c'est quand même assez étonnant. Genre, pas mal de J'ai trucs envie de comme ça. dire chapeau l'artiste. Voilà, bah en fait, le problème c'est que il y a tellement d'anecdotes, ça prendrait des Ça heures prendra entières. des heures entières. Mais j'aimerais bien regarder un reportage sur sa vie qui durerait genre comme un Bollywood, tu vois. Ouais, c'est clair, il y a de quoi, vraiment de quoi. C'est clair. Bah merci Nico du coup pour ta fantastique chronique sur Sophie Calle. Est-ce qu'elle aura autant de succès que ta chronique sur Aphex Twin? Je n'en doute pas une seule seconde. Peut-être que toutes les personnes niches iront la voir. Si c'est le cas, dites-nous dans les Ouais, commentaires c'est si vous ça. l'avez regardé pour qu'on soit sûr que vous l'ayez vraiment regardé. Bah écoute, maintenant puisque t'es parmi nous, justement on va parler un peu du pote de Yubi, le petit pingouin. Ah. Et oui, parce qu'il nous reste encore des gorfous à faire. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler je suis schizophrène. Je vais vous parler du gorfou UP. le gorfou UP ou Oedipt sclatteri. Sclatteri faisant référence au célèbre, que tu connais bien sûr, j'en suis sûr, ornithologiste britannique Sclatter. Voilà, je connais pas ce mec, j'ai même pas cherché après derrière. Voilà, donc en gros son nom il vient de là. Sachez d'ailleurs que c'est la seule espèce dont l'aigrette, parce que vous savez les gorfous ils ont des aigrettes jaunes là de punk, l'aigrette est complètement droite, elle ne retombe pas sous le niveau des yeux. Il a la tête, partie supérieure de la gorge et les joues noires, noir bleuâtre au noir de jet pour le dos. L'aigrette démarre donc à côté du bec, passe au-dessus des yeux. Alors, le gorfou UP, combien sont-ils? Ils sont environ 165 000 couples, avec des chiffres qui vont varier entre 100 000 et 1 million de couples. On en dénombre sur les îles Bounty, les îles Antipodes, les îles Campbell, les îles Auckland. Parfois, ils sont aussi très rarement observés sur les deux grandes îles de la Nouvelle-Zélande. Alors, le statut de cette espèce a été récemment élevé à menacé du fait d'un déclin de la population d'environ 50% sur les 40 dernières années. C'est quand même l'équivalent de 3 générations. C'est pas rien. Oh, attends, 50%, c'est énorme. Ouais. Je trouve ça vraiment énorme. J'ai quelques petits exemples à vous mettre. Sur les îles Bounty, en 78, on avait 115 000 couples. Et en 98, on n'en avait plus que 28 000. Sur les îles Antipodes, on avait 115 000 couples également en 78. Et en 98, il n'y en avait plus que 49 000. Voilà. Sur les îles Campbell, on n'a pas le nombre exact de manchots qu'il y avait autrefois, mais en 87, on a compté seulement entre 20 et 30 couples. Alors, donc c'est très peu. En plus, les sites de reproduction sont restreints et seraient également en diminution. L'autre problème auquel est confronté le gorfou UP, c'est que des tiques ont été trouvés sur les gorfous sauteurs de l'île Campbell.
Ces tiques sont susceptibles d'être infectés par le choléra des oiseaux. Pas de mammifères introduits à l'exception des rats sur les îles Antipodes, mais malheureusement ça suffit pour s'attaquer aux œufs et aux poussins. Alors que autrefois, quelques décennies auparavant, seul le skua, donc cette espèce de grosse mouette, pouvait poser un véritable problème. Donc, entre les rats, les tiques, les problèmes de zone de reproduction, les problèmes de pêche, etc., ça paraît assez logique que le gorfou huppé soit une espèce menacée. Pour rappel, 50% de sa population est morte en 45 ans. C'est abusé, enfin, c'est énorme, je trouve. Ouais, bah ça c'est pareil, c'est toujours assez l'éthique, la surpêche, etc. C'est toujours le même problème. Mais en fait, plus ils sont proches des humains, plus souvent c'est problématique. C'est problématique, ouais. Je déteste l'éthique. Moi aussi, pareil, je trouve ça horrible. Je sais que tu partages cette haine. Cette haine, ça me terrifie, ces saloperies. Ça me terrorise, putain de merde. Ouais, je suis pareil. Bon, parlons de quelque chose de plus joyeux. Le gorfou huppé, c'est une espèce qui est très grégaire. Les colonies peuvent être larges, denses et visibles, avec des milliers de couples. Elles forment leur nid sur des falaises d'environ 75 mètres, avec un accès depuis la mer. Les nids sont construits sur des versants rocheux, plages rocheuses, sites sans végétation. Le cycle de reproduction n'est pas très bien étudié, finalement c'est pas grand chose d'eux. 2 œufs sont pondus au mois de septembre. Le premier œuf a un poids de 55%. Du second œuf. En gros, il y en a un gros et un petit. Ils sont couvés pendant environ 35 jours. Un seul poussin, de fait, survivra, qui lui perd son duvet vers 75 jours. En plus des humains, le phoque à fourrure serait le plus gros prédateur de ce manchot dont on ne connaît, comme je vous l'ai dit, au final, pas grand chose, si ce n'est qu'il est en très grand danger aujourd'hui. Et c'est comme ça que se termine cette très courte chronique sur le gorfou huppé. Voilà. Dont j'ai raté la moitié car j'ai bugué. Ah, c'est pour ça qu'il n'y avait Moi, j'ai raté aucune l'autre réponse. moitié parce que j'étais au téléphone. Et bah, On devra faire une session de rattrapage. et bah écoutez, vous réécouterez ça derrière. Dans tous les cas, il est temps qu'on se dise au revoir. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous, de nous avoir écoutés parler d'art contemporain, mais également aussi du gorfou huppé. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un autre épisode avec bien à nouveau Nico, Manon et aussi Clément. On va parler de plein de choses, notamment de dinosaures et bien évidemment de manchots. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Salut tout le monde, des bisous à tous. Ouais, des bisous. Ouais. Ah, trop bien, Ouais. merci. Hop, on va démarrer ça. Contraire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre une petite botte join. Ah, yes. Craig. Bon, je sais que vous avez envie de le voir. Il est là, c'est Craig. Ouais. Yes. Attends, Clément, t'as imité Craig? Oui, c'est lui qui a imité Craig. C'était pas le vrai.